ngai naponie nalingi Yesu mpolo na ngai. Fatbe bedum. Fatbe bedum. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, honorables députés, Mesdames et Messieurs, je tiens à vous remercier pour avoir répondu nombreux à mon invitation. Et d'entrée de jeu, je peux dire que je suis rassuré quand je vois le nombre qui compose cette assistance, le nombre de députés. Ça veut dire que, nonobstant les mauvaises langues, nonobstant les prévisions ou les prophéties de malheur, l'union sacrée est belle et bien une et indivisible. Et ça, c'est grâce à vous. Je tiens à vous rendre hommage pour cela. Comme je vous avais rendu hommage lorsque vous aviez réussi ce que le monde entier nous envie et qui doit rester dans l'histoire glorieuse de notre beau pays, c'est-à-dire ce changement pacifique, politique qui s'est déroulé dans notre pays. Là où toutes les prévisions étaient pessimistes, vous avez réussi à démontrer que le changement était possible dans ce pays et de manière pacifique, sans heurts, sans coup de feu, sans effusion de sang. Ça, c'était le plus important, je vous le dois et encore une fois, je vous réitère mes félicitations. Maintenant, le plus dur reste à faire et c'est pour ça que je vous ai appelé. Je vous ai invité. Parce que, souvenez-vous, le 6 décembre, oui, je pense que c'était le 6 décembre de 2020, ou le 10, je ne sais plus mon discours, c'était le 6, hein, merci. J'avais lancé un appel au peuple congolais pour dire maintenant le travail commence. Évidemment, il fallait tout mettre en branle de manière constitutionnelle et de sorte que l'équipe qui allait démarrer, l'équipe de l'Union sacrée qui allait démarrer dans ce travail qui est programmé soit dans les meilleures conditions possibles et ne souffre d'aucune contestation sur le plan juridique. C'est fait aujourd'hui et nous pouvons dire avec joie que Kisalu ekoki kobanda, Mosala ekoki kobanda, Kazi ekoki kobanda, quoi encore j'oublie comme langue là, Mujimu ekoki kobanda. Voilà. Donc, je compte sur chacune et chacun de vous pour que ce que nous avons promis à notre peuple, nous puissions le leur donner. Faisons très attention. Car ce même peuple qui nous a acclamé hier, ce peuple peut nous descendre vite fait et bien fait demain, à cause de nos propres turpitudes. Et je dois vous dire que c'est vrai que je suis de nature serein, mais j'étais quand même un petit peu irrité par ce qui se passait, parce que nous étions occupés à souiller cet acte glorieux que nous venions d'accomplir quelques mois plus tôt. Mais Dieu merci, vous vous êtes repris, ce sont des incidents de parcours, on ne peut pas rester dessus, mais maintenant je voudrais envisager avec vous l'avenir. Et l'avenir, c'est déjà demain, avec l'investiture du gouvernement. J'ai ouï dire qu'il y avait certains mécontentements que je peux comprendre. Mais mécontentements vis-à-vis de la composition du gouvernement, bien sûr. Mais dites-vous bien qu'à l'absolu, quoi qu'on fasse, tout
tout le monde ne pouvait pas se retrouver dans ce gouvernement. Donc, quelque part, ces mécontentements ne se justifient plus à partir du moment où le gouvernement est en place. Des efforts ont été fournis pour que celui-ci soit le plus représentatif possible des souches socio-ethniques de notre pays. Mais malgré ça, on ne pourra quand même pas y arriver. Nous avons plus de 400 tribus dans ce pays, plus de 400 dialectes, et que sais-je encore. Donc c'est pas possible de créer ou de composer un gouvernement avec toutes les tendances socio-ethniques de notre pays. C'est pas possible. Donc il nous faut être solidaires avec ceux qui sont là. Parce que ce n'est pas leur personne qu'il faut voir, c'est le travail qu'ils vont fournir. Et c'est de ce travail que nous avons besoin pour notre survie politique. Je suis convaincu que tous ici, vous caressez le rêve d'être réélu, de revenir après 2023 au Parlement ou au gouvernement ou que sais-je, ou même à la présidence, qui sait. Donc, je crois que tout cela passe par une discipline dans notre comportement, mais aussi par la solidarité. Ou nous croyons en ce que nous faisons, et nous le faisons, ou bien nous n'y croyons pas, mais alors, dans ce cas, il ne faut pas perdre du temps à faire croire à notre peuple que nous sommes à son service. Je vous l'ai dit lors de notre première rencontre, mon leitmotiv, il me vient certes de mon parti, mais je le partage avec tous les Congolais qui regardent dans la même direction que moi, c'est le peuple d'abord. Nous sommes programmés, grâce aux élections, pour servir ce peuple. Et les signaux que nous avons émis récemment de tiraillement, de tension, qui peuvent être inhérentes à toute organisation humaine, étaient à la limite du négatif. Maintenant, qu'à cela ne tienne, corrigeons, rectifions le tir. Opérons autrement, faisons les choses autrement. Je disais donc que c'est déjà demain ce que nous devons faire avec l'investiture du gouvernement. Et après demain, c'est immédiatement le travail qui doit commencer. Là, je suis bloqué pour prendre certaines décisions radicales par rapport à la situation au Grand Nord et à l'Est de notre pays. Et ces décisions vont être, comme je l'ai dit, radicales, mais j'ai besoin, conformément à la Constitution, que le gouvernement soit en place. Et si vous pensez que nous avons encore du temps à perdre par rapport à l'urgence qui guette le pays à l'Est, par rapport à la survie de nos compatriotes, alors perdez ce temps. Mais si vous pensez que nous devons agir dès maintenant et très rapidement, alors s'il vous plaît, donnez-moi ce gouvernement et vous allez voir le travail que nous allons faire. Par là, je veux vous dire que la priorité des priorités, c'est la guerre, les violences, les meurtres de nos compatriotes à l'est du pays et dans le Grand Nord. Nous devons tous, comme un seul homme, nous dresser contre ça. C'est pour ça que je vous tire vraiment mon chapeau lorsque vous vous êtes accaparé de ce problème au niveau du Parlement, de l'Assemblée nationale, que vous allez très bientôt mettre en place une commission qui va accompagner mon action, je dirais, dans cette lutte contre cet ennemi invisible, mais à la fois visible, parce qu'on sait d'une certaine manière d'où vient cette hostilité. Donc mettons-nous ensemble et nous réussirons ce pari. Moi je crois qu'il est possible. Ça, c'est la priorité des priorités. L'autre, évidemment, c'est l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Nous avons vu que depuis le mois d'octobre, où les réunions des conseils de ministres ont été suspendues, le pays a commencé à flotter
au niveau économique et social. Nous avons eu un certain nombre de problèmes. Heureusement quand même que le gouvernement sortant était là, mais n'empêche, on sent que le manque d'un gouvernement investi des pouvoirs parlementaires, mais surtout de la confiance du peuple, a eu un impact immédiat sur notre économie. Et donc très vite, nous agirons, mieux ça vaudrait, parce qu'à ce moment-là, nous allons pouvoir faire face de manière régalienne à cette période de flottement. Et pour ça aussi, j'ai besoin que nous allions vite en besogne. Ce sont là les grands axes sur lesquels nous devons très vite embrayer si nous ne voulons pas récolter la colère de notre peuple, mais surtout si nous ne voulons pas que notre pays s'enfonce dans une sorte de crise à n'en pas finir. La situation à l'Est devient, en plus d'être dramatique, urgente, et la situation sociale également. Pour le reste, ce sera de la gestion quotidienne, et j'attends de vous le changement, car comme je vous l'ai dit, je ne viens pas avec des méthodes d'autorité morale, de dirigeants qui voudraient décider de tout. Je veux que chacun et chacune de vous puisse apporter sa pierre à l'édifice. Vous êtes des représentants de notre peuple. Et c'est grâce à vous que demain, si nous voulons renouveler cette aventure, nous allons gagner. Parce que vous devez briller, chacune et chacun d'entre vous, dans vos circonscriptions respectives. Voilà pourquoi, dès la fin de cette session de mars, il faut que chaque député retourne dans son fief. Le gouvernement devra faire un effort pour trouver à chacune et à chacun de vous un petit montant, un petit quelque chose qui pourrait l'aider à pouvoir faire son travail. À pouvoir faire son travail de député, de représentant du peuple dans sa circonscription. Il faut que vous nous rameniez en septembre des rapports circonstanciés sur les besoins réels et les attentes de nos populations. Cela est très important parce que ça permettra à ceux qui gouvernent le pays de pouvoir mettre en œuvre une politique efficace, de savoir par rapport au programme qui va vous être présenté et que je vous demanderai d'adopter, quels sont les éléments ou les secteurs dans lesquels il faut encore fournir des efforts, les autres où on peut dire qu'ils sont satisfaisants, ainsi de suite. À côté de ça, il y a toute une série de réformes que nous attendons. La première étant celle du processus électoral, et je me réjouis de savoir que vous y travaillez déjà, vous vous y penchez, parce que je voudrais tordre le cou à ces spéculations bêtes et méchantes qui alimentent notre classe politique et qui consistent à dire que nous voulons éviter les élections en 2023. Regardez-moi bien, lisez sur mes lèvres, je vous le dis, je vous le confirme, il y aura bien élection en 2023. Je suis issu d'un moule dans lequel on m'a forgé pour les élections. Les élections sont le seul, pour nous, le seul thermomètre qui peut indiquer la bonne marche d'un pays. Il n'y en a pas d'autre. On ne s'éternise pas au pouvoir. Ici, l'idée est de simplement bien faire les choses. Nous avons connu des élections tumultueuses dans ce pays. Moi, je n'en veux plus. Je veux que si demain nous organisions des élections, il n'y ait plus de contestation. On n'ait plus une ribambelle de candidats à la Cour constitutionnelle ou ailleurs en train de brandir leurs preuves d'élection ou de ceci et cela. Ça ne va pas.
Donc vous devez réfléchir à nous donner un processus électoral qui soit crédible, qui soit clair et qui puisse permettre à tous ceux qui seront élus et ceux qui ne le seront pas d'avoir la même lecture. Et pendant ce temps, en parallèle, le processus électoral va devoir continuer son bonhomme de chemin. En plus de cela, il y a eu ce fameux débat sur le recensement, l'identification de la population, mais ce n'est pas un prétexte, rassurez-vous, pour ne pas organiser des élections. J'ai parlé et rencontré plusieurs spécialistes en matière électorale qui m'ont dit et certifié qu'il y a moyen de faire ces deux choses de manière concomitante pour avancer. Nous avons besoin dans notre pays de savoir qui est congolais, qui ne l'est pas. Nous avons besoin dans notre pays de savoir combien de Congolais vivent dans notre pays, combien sont à l'étranger. C'est une chose qui est tout à fait normale parce que cela permettra d'organiser notre développement et d'aller vraiment aux besoins des populations. C'est quelque chose de primordial lorsqu'on veut aller loin avec un pays. Donc ne vous laissez pas manipuler par ce genre de discours qui consiste à faire croire qu'il y a anguille sous roche. Les militants sur les réseaux sociaux et les pseudo-journalistes, laissez ça à ceux qui font ça. Nous ne sommes pas venus là où nous sommes pour continuer de militer. Non. Maintenant, nous devons regarder les choses avec réalisme. On ne doit pas se laisser entraîner dans de la manipulation, qu'elle soit nationale ou internationale. Il n'y a en nous aucune intention de fuir les élections. Pas du tout. Nous allons les affronter comme nous l'avons toujours fait, la tête haute, et sûr d'ailleurs que nous réussirons. Donc je compte sur vous vraiment pour que vous m'aidiez à mettre en branle cette machine électorale qui va nous permettre d'aboutir en 2023 à des élections crédibles et transparentes. D'autres réformes, c'est aussi par rapport à l'administration. Je ne vais pas toutes les énumérer ici, mais je parle au fur et à mesure que je vois les choses qui peuvent ruiner les efforts de développement de ce pays. C'est notamment le tumulte, le tohu-bohu que l'on constate dans nos provinces. Ça devient insupportable. Aujourd'hui, pour un oui ou pour un non, un gouverneur est débarqué, un président de l'Assemblée provinciale est débarqué. Ça devient vraiment un capharnaüm qui fait que je ne crois pas que nous puissions avoir une vision claire et ordonnée par rapport à nos provinces. Nous avons des choses à faire par rapport à ces provinces, notamment de créer, de mettre en place cette caisse de péréquation qui va leur permettre de se développer. Nous avons d'autres idées par rapport à l'agriculture, par rapport aux infrastructures, pour permettre à ces entités de se développer, mais lorsque nous voyons les sujets sur lesquels on observe ces pommes de discorde, on se dit, mais est-ce que nous avons la même compréhension par rapport aux attentes de notre peuple? Ça devient vraiment infernal. Et je vous prie vraiment de vous pencher sur cette question parce que c'est sérieux. Nos provinces ne peuvent pas toujours être aussi instables. Surtout les provinces dans lesquelles nous avons à faire face en ce moment à des violences. On ne peut pas continuellement les déstabiliser. D'ailleurs, pour l'une d'entre elles, j'ai déjà même une idée, mais elle sera provisoire. C'est pour ça que j'ai besoin de ce gouvernement. Mais dans l'absolu, il faudrait vraiment que vous réfléchissiez à un mécanisme qui ferait que nos provinces vont demeurer stables, complètement stables. Il y a également une autre réforme qui me tient particulièrement à cœur, c'est celle des nationalités. Non pas que j'ai une autre nationalité, mais j'ai vécu longtemps à l'étranger, je connais ce problème. Nous avons milité de l'étranger avec des Congolais qui ont d'autres nationalités.
mais qui sont Congolais et qui se battent pour le Congo de la même manière que ceux qui sont au pays, qui aiment le Congo et qui investissent de leur temps et de leur argent pour ce pays. Et je trouve que c'est injuste de continuellement comme ça les tenir à l'écart. Un Congolais, quelle que soit la nationalité qu'il ait acquise après les péripéties de sa vie, est de nature attachée à son pays, à son peuple. Ça, c'est ce que j'ai toujours constaté. Le Congolais aime son pays. Même si parfois on en fait un peu trop, mais nous aimons notre pays. Donc il faut permettre à ces compatriotes, moi je les appelle ainsi, de la diaspora, de pouvoir être à l'aise. Maintenant, je n'impose rien, mais il faut leur permettre de prendre part au débat à l'intérieur de leur pays. Soit en participant activement, donc politiquement, ou soit en revenant. Et ça, il faut faciliter leur retour. On a commencé déjà avec l'obtention du visa, donc ils peuvent prendre leur visa immédiatement à l'aéroport de Njili, enfin, ou à l'entrée, quelle qu'elle soit, à l'intérieur du pays. Mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Oublier, par exemple, de leur demander un visa. Par exemple, on peut faire tomber pour un Congolais d'origine l'idée de l'octroi d'un visa. Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'on peut imaginer. Mais je pense qu'il est temps que nous mettions à profit ce réservoir d'idées, de propositions que nous avons à travers les Congolais de la diaspora. Beaucoup aimeraient faire des choses pour leur pays, mais sont bloqués à cause de l'administration. Donc je crois que c'est aussi important de voir les choses de cette manière. Donc je vais peut-être m'arrêter là. Nous avons beaucoup d'autres réformes à faire. Dans la justice, par exemple, nous voyons comment notre justice, malgré les premières réformes qui ont été faites, n'a toujours pas amélioré son image. Je crois que ça, c'est important pour l'état de droit que nous voulons, que les Congolais d'abord, pour commencer par eux, se sentent protégés par une justice crédible, une justice pour tous, mais également les étrangers qui vont venir avec leurs investissements. C'est important qu'ils sachent que au Congo, il y a des institutions qui vont protéger leurs investissements. C'est du bénéfice pour nous, pour nos peuples, nos populations, pour notre économie. Et donc, avec la justice, nous pourrons combattre les anti-valeurs. Ça, je vous le dis, mesdames et messieurs, c'est plus qu'important. Nous devons dès maintenant mettre vraiment un focus sur la lutte contre la corruption, contre l'impunité, contre le blanchiment d'argent et bien d'autres choses qui sont à la base de nos difficultés. Le Congo est un pays riche, mes chers amis. Nous pouvons faire des miracles, vraiment des miracles dans les années qui viennent. Il ne faut pas attendre des générations, comme parfois je l'entends à Congo, tout c'est faux. Congo et Koki Kobonga Lelo. Mais c'est à nous de mettre la main à la pâte, c'est à nous de fournir ces efforts, d'arrêter de voler notre pays, d'arrêter de le ruiner. Nous pouvons le faire. Et ça, je vous le demande vraiment de tout cœur, aidez-moi à réaliser cela. Vous verrez que ce pays sera non seulement un havre de paix, mais un Eldorado pour les Congolais d'abord. Et nous pourrons même, tellement qu'on sera heureux ici, faire venir même des autres populations africaines pour vivre avec nous ici. Mais faisons cet effort, s'il vous plaît. Nous allons avoir un pays qui, je vous le dis déjà, du poste de pilotage où je suis là, le nombre d'intérêts qui se manifestent pour notre pays à tous les niveaux, c'est impressionnant. Et tout ça malgré l'image de guerre, de violence, de corruption que nous émettons jusque-là. Donc, il nous suffit d'éradiquer cela, et nous allons commencer à refuser du monde ici,
Anjili, à Loano, ou à Goma, Kisangani et tout ça. Donc on va refuser du monde. Tellement le pays est brisé et nous avons nous-mêmes aussi intérêt à entrer dans l'histoire du monde, dans la gestion économique de ce monde, parce que nous avons du répondant. Nous sommes détenteurs dans notre sous-sol de près de ou plus de 60% des minerais stratégiques, ceux qui vont faire l'économie de demain, se trouvent ici au Congo. Mais si nous sommes distraits, vous savez ce qui risque de nous arriver? Mais on va nous faire une guerre ici, comme en Irak, comme en Afghanistan. Des multinationales vont prendre des pans entiers de notre pays et vont les diriger avec des seigneurs de guerre uniquement pour exploiter nos richesses. Et demain, quand il n'y aura plus rien, on nous abandonnera et nous ressemblerons à la Somalie. C'est ça qui risque de nous arriver si nous ne sommes pas vigilants. Notre pays est très riche, mais nous devons être d'abord, nous, les propriétaires de ce pays, et dire ce que nous voulons. Nous ne fermons les portes à personne, mais nous voulons que ceux qui vont venir ici tiennent compte aussi de nos desiderata. Ils vont se développer, mais nous, d'abord. Nous allons développer le pays grâce à nos ressources et nous allons faire la joie de ces investisseurs qui pourront aussi à leur tour se retrouver. Mais tout ça demande de la concentration, du sérieux. Si nous ne faisons pas attention, comme je vous l'ai dit, on va nous diviser, on va nous séparer pour notre propre malheur. Et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et moi, ça ne m'a jamais traversé l'esprit comme scénario. Donc je ne suis pas prêt, c'est pour vous montrer la détermination que j'ai, je ne suis pas prêt à vivre un tel scénario. Je veux conduire mon pays de telle sorte que demain, après-demain, dans 100 ans, dans 1000 ans, tout le temps que ce pays, que ce monde sera monde, que le Congo reste uni, que les Congolaises et les Congolais vivent heureux dans leur pays, heureux et libres. Et ça, c'est possible, ça dépend que de nous. Parce que lorsqu'on vient déstabiliser un pays, on ne le fait pas directement de l'extérieur. On le fait grâce à des répondants que l'on trouve à l'intérieur. Et si nous ne faisons pas attention, nous restons distraits, moi j'appelle ça de la distraction, alors à ce moment-là, oui, on nous déstabilisera. Mais battons-nous parce que il n'est pas question qu'on vive cela. Je sais que vous aimez chacune et chacun d'entre vous là où il est ce pays. Vous y êtes attachés comme moi et je sais que je peux attendre de vous la même détermination pour garder ce pays uni et le développer pour le bonheur de nos populations. Voilà, mesdames et messieurs, je crois que j'ai fait le tour de la question. Je ne sais pas ce qui est prévu après mon allocution, à part le fait qu'il y a un repas et peut-être une belle musique pour agrémenter celui-ci. Mais je ne sais pas si, comme la fois passée, il y avait des personnes représentant des groupes qui seraient désignés pour parler. Mais qu'à cela ne tienne, je tiens simplement à vous souhaiter bon travail pour l'investiture de notre gouvernement. J'ai appris que vous avez reçu vos copies. Donc faites le travail de l'examen de ces copies. Et je vous félicite parce que j'ai entendu que lorsque le Premier ministre vous a reçu caucus par caucus, vous avez été très virulent dans vos analyses et c'est ça que j'attends de vous.
il faut ne ménager personne. Il faut agir dans l'intérêt de notre peuple. Ne ménagez personne. Lorsque vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, interpellez. Faites votre travail. Moi, je vous encourage à cela. Il y a des députés qui m'ont écrit et je vous promets que je vous recevrai. Tout cela passera par le président de l'Assemblée nationale, bien entendu, parce que c'est par son truchement que j'avais reçu ces mémos. Je les recevrai, nous discuterons, il n'y a aucun problème. Je sais qu'il y a des députés qui sont déçus, dont les attentes ont été déçues. Je ne veux pas vous dire ici que je vous promets un poste ministériel parce que je n'en ai plus. Mais je ne veux que personne ne se sente abandonné, laissé en marge de cette action, de cette impulsion. Donc, on trouvera les voies et moyens pour que tout le monde soit dans la dynamique et que à chaque niveau qu'il ou elle se trouve puisse apporter quelque chose à l'action de l'union sacrée de la nation. Encore une fois, merci. Je vous rappelle que le peuple attend de nous des résultats. Souvenez-vous du moment où nous avons créé cette union sacrée, du moment où il y a eu des changements à la tête des deux chambres, du moment où il y a eu la nomination du Premier ministre. Vous êtes des Congolais, vous étiez au Congo lorsque tout ça se passait, vous avez vu la joie qu'exprimait notre peuple, et donc cette joie est équivalente aux attentes qui sont celles de ce même peuple. Et ces attentes sont tellement récentes que nous n'avons pas droit à l'erreur. Malheureusement, nous arrivons à un moment de l'histoire où notre peuple a tellement vu des choses, tellement entendu des déceptions et autres, qu'il ne nous donnera pas le droit à l'erreur. Donc, retroussons les manches, mettons-nous au travail, c'est ce que le peuple veut. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Yes, that's what we say. Fachi beton. That was cool, man. Fachi, you are beton. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Nous voulons une République démocratique du Congo meilleure. Une République démocratique du Congo où règne la justice et la paix. Une République démocratique du Congo où le peuple congolais se sent chez lui et jouit de sa richesse. Une République démocratique du Congo où la jeunesse peut enfin espérer un avenir meilleur. Et nous avons la conviction qu'avec le président Fachi Béton, nous y parviendrons. Que Dieu bénisse la RDC, le président Fachi, le peuple congolais et la chaîne Congo Magnifique. Gros clin d'œil à notre initiateur et coordonnateur, Monsieur Congo Magnifique. N'oubliez pas de partager et de liker nos émissions. Bonjour et bonsoir chez vous. Congo ya baboti.